Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Break. Alors aujourd'hui, nouvel invité, nous recevons Dominique Demonté. Bonsoir Dominique. Bonsoir. Bonsoir Dominique, très heureux de te recevoir dans notre émission. Pour planter un peu le décor, on s'est rencontrés dans dans nos deux anciennes vies, puisque moi j'étais au cabinet d'Yves Lardinois au niveau de la province de Hainaut, toi tu étais à l'ULB. Et voilà, pour présenter un peu le Dominique Demonté, c'est quelqu'un avec qui on a la chance de travailler, parce que je trouve que tu es quelqu'un qui est toujours orienté solution, jamais avare de conseils ou de choses comme ça. Quand à un moment donné, dans le cadre d'un projet, mon projet pour Charleroi, j'ai eu besoin d'un parrain et je t'ai appelé, je t'ai expliqué, tout de suite tu m'as dit oui. Et ici avec le break, même chose, je me suis dit tiens, j'avais envie d'échanger avec toi, je t'ai appelé. Je t'ai même pas expliqué et tu m'as dit oui, donc voilà, merci vraiment d'être là et c'est un honneur de te recevoir aujourd'hui. Merci Thomas, c'est un plaisir d'être là. Et bon, alors je me méfie un peu parce que généralement avec une introduction comme celle-là, ça ne peut aller qu'en descendant. Normalement, non, ça ira. On va être sympa avec toi. Alors, tu es directeur contexte d'Agoria. Donc j'ai deux questions pour commencer. Première question, c'est quoi Agoria? Et deuxième question, c'est quoi un directeur contexte? Oui. Alors, Agoria, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle une fédération. Donc une fédération, c'est une structure qui regroupe un certain nombre d'entreprises, donc qui payent des cotisations pour faire partie de la fédération. Et en l'occurrence, on en regroupe 2000 à l'échelle belge. Donc on est la plus grosse fédération belge, avec deux gros secteurs d'activité, tout ce qui est le manufacturing et tout ce qui est le digital. Alors je vais prendre quelques exemples d'entreprises, parce que ça ne vous parle pas beaucoup quand je vous dis ça. Si on regarde dans la région, c'est Thales, Sonaca, Sapca, pour vous donner un peu un ordre d'idée, ou des sociétés dans le digital, NRB, ou les Dirty Monitors pour rester dans la région, Keywall, Dreamwall. Donc ça, c'est vraiment toutes les entreprises qu'on va retrouver au sein d'Agoria. Alors, je vous ai dit qu'ils nous payaient une cotisation. Vous allez me dire, très bien, mais finalement, qu'est-ce que vous faites pour eux? Et j'en arrive au rôle, à quoi ça sert une fédération, parce qu'en fait, c'est très peu connu. Et une fédération, ça sert à plusieurs choses. Ça sert à aider les entreprises à des questions et à des problèmes qu'elles ont ici et maintenant. Je vais prendre un exemple avec la guerre en Ukraine. Il y a plein de questions qui se posent au niveau des entreprises. Comment est-ce que je dois faire? J'ai des contrats, je ne sais plus passer la douane. Typiquement, nous, on est structuré pour les répondre par rapport à ça. On va chercher les infos à tout un certain nombre d'endroits et de sources, puisqu'on est très connecté à la fois au niveau des régions et aussi au niveau national. Donc, on aide les entreprises par rapport à un certain nombre de questions. Et puis, deuxième aspect, et ça, c'est plus le lien avec la deuxième question, c'est quoi un directeur contexte? Eh bien, en fait, on essaie de mettre en place le contexte pour que les entreprises de notre secteur puissent se développer de manière durable au niveau belge. Et donc ça veut dire travailler à court terme, travailler à moyen terme et travailler à long terme. Alors à court terme, c'est, comme je l'ai dit, c'est les aider. À moyen terme, je vais prendre un exemple, le développement de la 5G, on sait que c'est important pour les entreprises digitales. Et donc on a fait beaucoup par rapport à ça. D'ailleurs, comme vous savez, le premier démonstrateur 5G, il est chez Assisca à Charleroi. C'est vraiment des dossiers que nous, on a poussés au niveau pratique, mettre les partenaires entre eux et aussi au niveau politique, aller discuter avec les autorités politiques en disant pourquoi la 5G, c'est important. Et c'est aussi travailler à des échelles beaucoup plus grosses. Comment est-ce qu'on crée des réseaux d'interaction? Et ça fait un peu le lien avec mes anciennes fonctions. J'ai passé, et c'est pour ça que j'étais un peu en retard d'ailleurs, désolé, toute la journée avec des gens de l'IMEC que j'ai amenés à Charleroi pour qu'ils rencontrent un certain nombre d'entreprises et créer des connexions. Et donc, voilà, ça c'est un peu ce que fait une fédération, aider des membres à court terme et les aider à développer un environnement pour qu'on ait des entreprises qui restent et qui puissent se développer en Belgique. Et le directeur contexte, c'est facile, il travaille sur tout ce qui est le contexte pour que tout ça se mette en place. D'accord. Et donc, moi je l'ai dit, je t'ai connu à l'ULB, aujourd'hui tu es à Agoria, mais au fond, c'est quoi ton parcours? Comment on arrive directeur contexte d'Agoria? C'est un parcours un peu atypique, puisque moi je fais partie de ces gens qui ont beaucoup de chance et qui tout petit savaient ce qu'ils voulaient faire. Ce qui n'a rien à voir avec ce que je fais maintenant, évidemment, parce que je ne savais même pas que ça existait. Et donc, en fait, qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais petit? Le vivant m'intéressait et je ne comprenais pas comment des organismes se développaient, pourquoi on m'expliquait que l'ADN était plus ou moins la même chose entre une mouche, un singe et nous. Et donc, très vite, j'ai dit, je veux faire de la biologie, et puis ça s'est affiné, je veux faire de la génétique. Et donc, j'ai fait des études à l'université, une licence en biologie, puis un doctorat en génétique. Et puis après... Donc plutôt dans la recherche, alors. Dans la recherche, purement dans la recherche. Et alors je trouvais ça très sympa, donc j'avais fait ce que je voulais faire. Mais finalement, je me disais, ok, la génétique, c'était passionnant. Je pourrais vous en parler pendant des heures avec des termes que vous ne comprendriez pas. Et qu'il y a peu de gens qui comprennent. Et après, je me suis dit, ok, maintenant, je vais aller plus vers le privé. Mais en fait, quand on a travaillé sur la génétique, il n'y a pas tellement de trucs dans le privé, de jobs dans le privé ouvert. Et donc, je me suis dit, je vais continuer en recherche, mais je vais aller sur quelque chose de beaucoup plus appliqué. Et c'est là que je suis arrivé à Gosselies, en 2000.
sur ce qui s'appelait pas encore le bioparc. Et pendant 6 ans, j'ai fait de la recherche sur le virus du sida. Puisque là, c'était quelque chose de beaucoup plus appliqué. Comment est-ce qu'on développait des traitements contre le sida? Et donc, normalement, c'était un petit passage d'1 an ou 2 pour aller vers l'entreprise. Je suis resté 6 ans. Parce que ça me plaisait bien, que je m'amusais bien. Et donc, j'ai fait des recherches assez intéressantes sur les mécanismes. Toujours blouse blanche, recherche, microscope. Avec 100 personnes dans le monde qui comprennent ce que tu fais. Donc, vraiment très particulier. Et puis après, toi qui me connais un peu, tu sais, je suis pas vraiment un rat de laboratoire, je suis plutôt un animal social. J'ai du mal d'ailleurs, en te connaissant aujourd'hui, à t'imaginer justement dans de la recherche spécifique. Mais c'est le côté analytique. Je garde le côté analytique, analyser des données, prendre des informations pour pouvoir après venir avec des solutions. Je suis très orienté solutions. Tout à fait. Sur une analyse. Et donc, je fais ça pendant 6 ans. Et puis, à un moment, je me dis, OK, la recherche, c'est plus pour moi. Et puis là, je postule à 2 endroits, chez GSK et à l'ULB, dans ce qu'on appelle l'Office de transfert technologique. Donc, il y a en fait un bureau une organisation au sein de l'université qui gère les contacts entre les laboratoires et les entreprises. C'est ça. Et puis, il se fait que chez GSK, je ne suis pas pris. Et en même temps, le jour même, on me dit non chez GSK, on me dit oui à l'ULB. Donc, je fonce à l'ULB. Et là, c'est la révélation. Mais tu es déjà à l'ULB, là. Quand tu fais de la recherche, c'est déjà au niveau de l'ULB. Au niveau du bioparc, donc 6 ans de recherche. Et puis, je rentre dans ce truc de transfert technologique. Et là, c'est la révélation. Parce qu'en fait, je peux allier ce que j'adore, rester en contact avec la science, mais surtout faire des liens entre des personnes, créer des connexions, créer des ponts. Et donc là-bas, je m'éclate pendant 3 ans. Et puis Michel Goldman, qui est un des fondateurs du Bioparc aussi, me dit « Tiens Dominique, j'aimerais bien que tu viennes travailler avec moi, lui diriger un gros institut d'immunologie, et que tu sois mon directeur adjoint. » Puis je lui dis « Écoute, je sais pas, moi je me plais bien dans ce que je fais maintenant, je veux bien, mais alors un jour par semaine, tu me laisses travailler sur le développement du Bioparc et le développement de ce qu'on appelait les pôles de compétitivité. » C'est ça. J'étais associé au développement des pôles. Et puis je fais ça pendant 3 ans. Et puis après, mon patron, Michel Goldman, part à l'Europe. Et puis là, je discute avec le président de l'université. Il me dit, écoute, le bioparc, c'est en train de se développer. Moi, je lui dis, moi, j'ai une proposition, c'est que je devienne directeur du bioparc. Mais c'est un poste qui n'existait pas. Et donc, je deviens directeur du bioparc. On crée le poste dans l'université. Vous imaginez que c'est facile. Dans les universités, créer des postes, c'est pas si simple. Et puis, on me met comme directeur du bioparc et ça se passe pas mal. Donc, je dirais que ça, c'est vraiment la première partie de mon parcours. Et puis, comment est-ce qu'on devient directeur contexte? En fait, le job du directeur d'un bioparc, c'est quoi? C'est de se dire comment est-ce que je mets en place les conditions qui permettent de développer une activité biotechnologique sur Charleroi. Et donc, c'est développer de la recherche, développer de la formation, travailler avec le forum, travailler avec les syndicats. Oui, c'est ça, parce qu'au final, tu deviens quand même un des piliers du développement universitaire au niveau de l'ULB à Charleroi, au-delà du bioparc, parce que c'est là-dedans qu'on se rencontre. Ça viendra un peu après dans le parcours, puisqu'après un moment, on élargit mes fonctions et je deviens ce qu'on appelle directeur du pôle ULB Charleroi. Et c'est là qu'on se rend compte, parce que l'ULB se dit, mais en plus du bioparc, on veut développer des enseignements au centre-ville. Et donc le bioparc, je reste directeur pendant 10 ans. Là, j'ai l'occasion de rentrer dans d'autres boîtes sur Charleroi, l'aéroport, je suis dans le conseil d'administration, l'Institut des radioéléments. Et de nouveau, mon job, c'est comment est-ce qu'on met en place des conditions qui permettent le développement de la biotech sur Charleroi. Si vous faites le lien avec ce que je vous ai dit au début, qu'est-ce que je fais chez Agoria? Comment est-ce qu'on met en place les conditions qui permettent le développement de boîtes dans un secteur donné à l'échelle nationale? Et donc, avant de devenir directeur contexte à l'échelle nationale, j'étais directeur Agoria au niveau wallon. Donc, je suis passé de comment est-ce qu'on met des conditions pour développer la biotech Charleroi à comment est-ce qu'on met en place les conditions pour développer les entreprises manufacturières et digitales en Wallonie. Et puis maintenant, je fais ça à l'échelle nationale. Donc, je dirais que quelque part, il y a un fil rouge. Le chemin, oui, il y a un chemin qui se suit. Voilà. Donc, on peut se dire que c'est des choses qui n'ont rien à voir. Mais en fait, moi, mon drive, c'est ça. C'est comment est-ce qu'on met en place des conditions pour mettre des conditions de développement économique, socio-économique. Et pour faire ça, il faut travailler avec des partenaires politiques, avec le forum, avec les syndicats. Et donc ça, c'est vraiment, je dirais, mon ADN et ce que j'aime bien faire. Et c'est un peu le fil rouge par rapport à mon parcours. Alors, en plus de ça, tu participes, tu l'as dit, à plusieurs conseils d'administration. Tu as plus de 24 heures dans une journée. Tu as trouvé une manière de... Comment est-ce que tu organises finalement tes journées? Parce que tu es quand même dans des postes importants, dans des réunions importantes, des choses qui sont... C'est quoi ton secret? D'abord, il n'y a pas de secret. Il faut travailler beaucoup. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas de secret. J'essaye quand même d'avoir une certaine rigueur et des rythmes. Donc par exemple, pas travailler tous les jours jusqu'à 10h du soir, c'est pas bon. Le week-end, j'essaye d'immuniser le samedi. Donc j'essaye quand même de mettre un rythme et de limiter la quantité de travail. Après, c'est beaucoup de travail, de l'organisation et aussi beaucoup constituer des équipes et travailler avec des équipes. À un moment, quand tu as beaucoup de responsabilités, si tu n'apprends pas à travailler, donc ça veut dire à déléguer, à faire confiance à des gens, mais aussi à les faire monter en puissance,
à leur donner de l'autonomie, en fait, tu n'y arrives pas. Et donc voilà, je pense que c'est des parcours, c'est aussi lié aux gens qu'on rencontre, des gens avec lesquels on peut travailler, avec lesquels on co-construit. C'est vraiment quelque chose qui est très important. Et puis voilà, et puis après on fait comme on peut. Il y a des périodes où on ne sait plus comment on s'appelle, on est complètement débordé, voilà. Donc un parcours assez diversifié. Ouais. Dans le cadre de tout ce parcours justement jusqu'à tes fonctions actuelles, tu as dû voir énormément de projets, énormément d'entreprises se développer, etc., surtout au niveau biologique, etc. Est-ce qu'il y a une entreprise, un projet qui t'a marqué plus qu'une autre? Oui, une entreprise, enfin il y en a deux en fait, si je peux. Et en fait les deux, c'est tous les deux des exemples où on lie deux disciplines. La première c'est Oncodna, qui est une entreprise du bioparc, qui en fait allie tout ce qui était l'analyse des tissus et puis le digital, l'analyse des données pour faire simple. Et la deuxième c'est Universel, parce que tu parlais dans le bio, j'en ai dans d'autres secteurs, mais je peux prendre dans celle-là, qui a vraiment en fait... Universel, je dis toujours, c'est une boîte qui a appliqué aux méthodes de bioproduction les techniques d'automatisation de l'automobile. Et donc ça, j'aime bien parce que ça fait le lien aussi entre mes deux métiers. Et les boîtes que je vois qui se développent bien maintenant, c'est celles qui arrivent vraiment à lier deux disciplines, par exemple le manufacturing et le digital. Ça, c'est vraiment des boîtes qui sont des boîtes très impressionnantes. Donc qui ont un core business et puis qui arrivent à venir ajouter un autre set de compétences et alors qui font vraiment la différence sur le marché. Alors, tu as bossé dans la recherche, tu as bossé dans le monde académique, tu bosses aujourd'hui dans le monde privé. Et la politique dans tout ça? Eh bien, la politique... donc, j'ai énormément de contacts avec les politiques. Je trouve que c'est un boulot qui est très ingrat, parce que tous les gens que je connais qui sont en politique, c'est des gens qui sont d'abord motivés par le fait de faire quelque chose pour les autres, quels que soient les partis, je pense que c'est quand même une motivation. Et puis je trouve que c'est un boulot très ingrat, parce qu'on est dans un système électoral où on n'est pas forcément élu pour ce qu'on a fait, mais plus pour l'image qu'on a. Et donc ça veut dire que le politique, parfois, est obligé de prendre des postures et aussi des positionnements par rapport aux autres. Donc je trouve que c'est un boulot très compliqué. Et puis alors votre question était plus précise que là, c'est est-ce que moi je fais un jour de la politique? Est-ce que ça t'a déjà... Et je vais y répondre. Il y a 5 ans, j'aurais dit que c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Maintenant, ça m'intéresse beaucoup moins parce que je pense qu'avec un poste comme le mien, j'ai beaucoup d'impact et je n'ai pas finalement le prix à payer qu'ont à payer les politiques. Je comprends. Et j'ai pas encore mis dans le prix à payer des politiques tout ce qui est les réseaux sociaux maintenant où tu te fais incendier pour quoi que ce soit. Donc je trouve que ce sont des gens pour lesquels moi j'ai beaucoup de respect, avec les travers qu'on connaît aussi des politiques. Bien sûr. Comme dans tous les secteurs. Mais je ne pense pas que je finirai en politique. Il ne faut jamais dire jamais, donc je suis un homme prudent. Mais je ne pense pas que je finirai en politique. Parce que je pense que le prix à payer pour avoir de l'impact serait trop important. Et je suis devenu trop vieux pour faire trop de concessions. Le jeu n'en vaut pas la chandelle, quoi. Le jeu en vaut peut-être la chandelle, mais je ne suis pas sûr que tu as envie d'avoir cette chandelle. J'aurais envie, alors que je peux avoir un boulot dans lequel je peux avoir et aujourd'hui, tu as un vrai impact. Avec les politiques. C'est ça. Et donc finalement, je dirais que j'en ai des avantages sans en avoir des inconvénients. Donc tu es un Carolo convaincu, tu as participé, tu participes encore à beaucoup de projets. C'est quoi ta vision de Charleroi aujourd'hui? Ma vision de Charleroi, donc je trouve que ce qui est très rassurant, c'est qu'il y a une vraie stratégie. Et ça, c'est très très rassurant. Bon, et maintenant que je joue à l'échelle nationale, je vois ce qui se passe dans d'autres régions. Par exemple, j'ai passé la journée aujourd'hui chez Assisca où j'amenais l'IMEC pour rencontrer un certain nombre d'entreprises. L'IMEC, c'est 6000 personnes, c'est un des meilleurs centres au niveau mondial. Ils m'ont dit, c'est quand même impressionnant ce qui a été fait ici. Et donc, ça, c'est le fruit d'une stratégie. Je trouve que c'est agréable à entendre. Quand je vois le bioparc, c'est la même chose. Quand je vois l'aéroport. Donc, je trouve qu'en termes de stratégie de développement économique, on est bon. Il y a aussi cette stratégie de toute la rénovation de la ville, parce qu'à un moment, c'était un des challenges qu'on avait à l'époque, c'est de dire, il y a beaucoup de gens qui travaillent avec des métiers qualifiés, mais ils n'habitent pas dans la région. Et donc, comment est-ce qu'on réconcilie les deux? Et donc, il y a des stratégies par rapport à ça. Et alors, il y a aussi ce focus très important sur tout ce qui est le volet capital humain, parce qu'on sait qu'à un moment, il faut construire aussi des ascenseurs sociaux pour les gens, il faut trouver de l'emploi. Et donc, je pense que Charleroi est bien parti parce qu'il y a une stratégie, qu'on a bien identifié les points de faiblesse, qu'on a un certain nombre de processus qui sont en place pour mettre en place les actions nécessaires pour avoir encore un effet de levier plus fort. Donc, je suis assez optimiste par rapport à Charleroi. C'est quoi, à ton sens, encore le pari qu'on doit gagner? Est-ce qu'il y a encore un truc où tu te dis ça il faut réussir à casser ce cliquet encore? Est-ce que... Il y en a plusieurs. Donc, on a lancé des écosystèmes. On va parler du bioparc, d'Assisca, on va avoir la Porte Ouest. Et donc, les lancer, c'est une chose. Après, on doit les faire monter, perdurer, les faire perdurer et les faire croître
à la bonne vitesse. Tout à fait. Parce qu'on peut avoir une croissance qui est faible. Ça, je pense que c'est un enjeu. Qu'est-ce qu'on met en place comme gouvernance pour que la croissance soit vraiment maximale sur ces écosystèmes-là? Oui, et parfois une croissance faible, c'est une croissance qui est guidée, et qui est gérée, et que parfois ça monte très fort, et puis il ne faut pas non plus tomber mais le risque dans... qu'on peut avoir, c'est d'avoir... on regarde, on voit une croissance, on se dit super, et en fait, c'est juste pas une croissance. Ouais, c'est ça. C'est un peu Ouais. comme une On voiture ronronne, autocoupe quoi. le moteur, Ouais, c'est ça. elle va continuer à rouler un petit peu. C'est ça. Et donc, on doit faire attention par rapport à ça, se dire, OK, gardons le focus par rapport à ces stratégies-là. Et puis, il y a tout le problème, comme je dis, de la reconnexion en termes de compétences entre les gens qui sont en recherche d'emploi sur le territoire et qui sont encore souvent sous-qualifiés, et de l'autre côté, des entreprises qui sont vraiment à la recherche de profils, mais qui sont des profils qualifiés. Et donc, je pense que si on arrive à combler ce gap-là, alors on aura levé, pour moi, des principaux freins au développement d'une ville comme Charleroi. Est-ce que Charleroi au quotidien te manque? Est-ce que ça te manque? Oui, franchement, et beaucoup. On serait déçus si tu disais non. mais c'est Pas vrai, du tout. Et c'est d'ailleurs un des prix à payer pour aller jouer au niveau Bien sûr. régional et puis au niveau national. Donc je regrette pas du tout ce mouvement, mais évidemment, c'est beaucoup plus gai d'être dans des réseaux avec des gens que tu croises. Enfin, il y a des amitiés qui se créent. Ça, tu peux pas l'avoir quand le lundi, tu es à Tournai, le mardi, tu es à Courtrai, le jeudi, tu es à Leuven et tu passes les 2 autres jours Ouais, c'est ça. à Bruxelles. Donc, ça veut dire que tu n'as pas la même capacité à créer ces réseaux et ces relations. Donc, ça me manque. Et puis après, bon, il n'y a rien à faire. On est attaché à sa ville d'origine et on sait que les Carolos sont très attachés à leur ville. Donc, oui, c'est vraiment quelque chose qui me manque, mais je m'assure quand même pour être là régulièrement. Donc, Mais actuellement, on va changer de sujet totalement, mais l'actualité, elle n'est pas des plus roses. On voit ce qui se passe au niveau géopolitique. Donc on sort d'une crise sanitaire, maintenant il y a une guerre aux portes de l'Europe. Est-ce que pour toi, on est rentré dans un nouveau monde? oui, on est rentré dans un nouveau monde, et surtout un monde qui nous a rappelé des choses qui étaient là mais qu'on n'avait pas identifiées. Toute la question de notre positionnement dans les chaînes de valeur internationales. Donc on a vu combien on était dépendant au niveau de l'Europe, au niveau de la Belgique et au niveau d'une région comme la Wallonie, de chaînes de distribution qui sont mondiales. Et elles vont rester mondiales. Donc ça, je pense qu'on peut se dire on va tout rapatrier ici. En fait, ça ne marche pas. Et ça ne marcherait pas pour une raison relativement simple. C'est qu'en fait, si vous regardez le marché belge et le marché wallon, il est minuscule. Oui, tout à Donc fait. la majorité de nos boîtes technologiques, 80% de leur vente, c'est à l'international. Donc ça veut dire que dans une stratégie comme la nôtre, on doit intégrer, et c'est vrai aussi au niveau européen, on doit intégrer comment est-ce qu'on se positionne dans ces chaînes de valeur. Et ces chaînes de valeur, c'est pas uniquement les matériaux. On a vu avec l'Ukraine et la Russie que c'est aussi au niveau énergétique. Et donc ça nous a montré qu'on devait, au niveau de l'Europe, et donc je pense que pour moi c'est un renforcement de l'Europe et de l'importance de l'Europe, de se dire, OK, comment est-ce qu'on peut avoir, donc ces chaînes de valeur, elles vont rester mondiales, comment est-ce qu'on peut être des chaînons importants dans ces chaînes de valeur mondiales? Et ça, je pense que c'est vraiment une prise de conscience qui a été très très forte ces derniers mois et qu'on avait un peu tendance à oublier. Et par exemple, moi, ça c'est un réflexe politique que je voyais partout en disant, en fait, on ne va travailler qu'à l'échelle du territoire. Voilà. Ouais, c'est ça. C'était de toute façon juste impossible avant. Je pense que maintenant, on l'a bien compris. Et ça demande aussi un peu de repenser les positions qu'on va avoir par rapport à ça. Donc oui, je pense que ça a eu un impact majeur. Et ça redessine aussi des grosses zones socio-économiques à l'échelle mondiale, avec des marchés qui vont se redistribuer un peu différemment. Donc je pense que ça va avoir un impact très important pour la suite aussi. Alors, dernière question de cette partie de l'interview, un peu difficile, je le sais, mais et dans 10 ans, où sera Dominique de Monté dans 10 ans? Eh bien, je ne sais pas te répondre, parce qu'en fait, si tu regardes ma trajectoire de carrière, on ne peut pas vraiment dire qu'elle soit hyper linéaire. Par contre, ce que je ferai encore très probablement, c'est ce que j'ai dit, ce que j'aime bien de faire. C'est comment est-ce qu'on peut... moi j'aime bien avoir de l'impact, et avoir de l'impact en travaillant avec des partenariats sur des logiques de développement socio-économique. Et donc, quel que soit l'endroit où je serai dans 10 ans, je peux te garantir que tu retrouveras ces composants-là. Cette même manière de fonctionner. Est-ce que je serai passé à l'échelle internationale? À l'Europe, c'est ce que j'allais Ça, dire c'est possible. finalement. Oui, Ça c'est ça. pourrait être un step où à un moment je vais te dire, tiens, la Belgique, ok, j'ai fait le tour, peut-être que j'irai jouer à l'Europe, donc ça pourrait être un step logique par rapport aux suites. Mais d'un autre côté, je pourrais avoir un step de retour en disant, tiens, je reviens en Avec région ce que- wallonne, ouais, je c'est reviens à ça. Charleroi pour refaire les réseaux. Donc je dirais, j'ai pas de plan par rapport à ça. Tout est possible, mais il restera ces composantes qui sont importantes et ces valeurs qui sont importantes pour moi par rapport à ce que j'aime bien faire et ce dans quoi, visiblement, je ne suis pas trop mauvais.
On va clôturer l'interview, je veux dire, sérieuse. La maintenant. partie facile. La partie facile. Je ne sais pas si tu as regardé les épisodes précédents, Dominique. Comme tu le sais, Pas tous, hein, mais... on arrive à l'interro surprise. Donc, Ouais. Et je vais laisser Thomas ouvrir le bal. Donc, question courte, réponse pas forcément courte, mais en tout Ça cas, va. réponse sincère. Donc, Thomas, Alors, avec tous les métiers que tu as eus, Ouais. c'est quoi pour toi le métier idéal? Celui que j'ai maintenant, sans être obligé de gagner de l'argent et en décidant les projets sur lesquels je ne travaillerai pas. Et donc le métier parfait pour moi, c'est toujours si je gagnais au loto, il y a des gens qui diraient, moi j'achèterais une île, je ferais ça. Je Oui, dirais, moi, je alors ferais le même genre il va de falloir boulot. que tu te calmes parce que ça fait Ah, ça, déjà c'est une deux. question. Alors, la question J'anticipe suivante, les c'était questions. quel métier rêvais-tu de faire quand tu étais enfant? Tu as déjà Bon, répondu. désolé. Et l'avant-dernière, c'était que ferais-tu si tu gagnais à l'euro million? Ok. Donc, allez, allons-y. Que Bon, ferais-tu donc si je tu gagnais à réponds l'euro entre- million? Eh bien, je ferais en fait ce que je fais maintenant, mais sans être payé. Et Par alors, plaisir. je déciderais, sans doute que je travaillerais à la mise en place d'écosystèmes à l'échelle nationale et internationale. Voilà, c'est sans doute ça qui m'amuserait le plus. Donc, de nouveau, ce que je fais maintenant, parce que je peux le faire à travers Agoria, mais sans les contraintes. Parce qu'évidemment, comme je dis, dans tous les boulots, il y a des contraintes. Sinon, on n'est pas payé, ça s'appelle un loisir. Donc, Ouais, c'est ça. Gagner à l'euro million, c'est avoir le choix, en fait. Oui, mais je ne joue pas, donc... c'est quoi le site internet sur lequel tu passes le plus de temps? Pom, 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 pom. Je n'envoie pas comme ça. Google pour chercher des infos, je dirais. Alors, mais il n'y a pas un site particulier que je... Même que pas je- un site d'info, que par je visite exemple. beaucoup. Si, il y en a que je fais systématiquement. Hein. Bon, quand vous posiez la question comment est-ce qu'on s'organise pour travailler, il y a une méthodologie. Hein. Je me lève le matin, je lis les articles, je regarde le soir, je regarde mes mails. Donc je dirais que par exemple le site du soir, j'y vais pas mal. Le site de la Ligue. Donc je dirais c'est à la rigueur plus les sites, les journaux. Pour t'informer. Les journaux pour m'informer, ouais. Est-ce que tu as une application préférée sur ton smartphone? C'est quoi l'application que tu lances le plus souvent? En dehors de tes mails, hein, donc, Oui, ça c'était facile. Hein. Donc je ne répondrai pas à l'agenda non plus parce que c'est la même chose. Peut-être bien Spotify parce que j'aime encore bien écouter de la musique. Ou l'application podcast. En fait, probablement plus maintenant l'application podcast que Spotify. Et j'en profite pour rappeler que le break est disponible sur Spotify. Voilà. en podcast, donc voilà. Donc, N'hésitez pas à vous abonner. Les amis qui n'auront pas eu l'occasion de voir vont pouvoir m'écouter en boucle pendant Voilà, des dans leur heures, voiture, dans leur, pour punir les enfants qui ne sont pas sages. T'es plutôt télé ou livre? Télé. Et quel programme, par exemple? C'est quoi ta série télé préférée? Ouf, de tout. Donc, des trucs très intellectuels, j'aime beaucoup, avec les zombies, par exemple. Hein, tu vois, donc, ça, j'aime beaucoup. Les westerns, les policiers. Donc, je suis vraiment très, très bon public pour la télé. Et Gros alors, j'ai consommateur de Netflix, alors. un très gros consommateur de Netflix. J'ai l'abonnement à Netflix, à Prime Video, à Disney. Si HBO était disponible, je le prendrais. Donc, très, très gros consommateur. Et alors, j'ai un vrai problème. C'est que quand je Attention. commence un film, je suis incapable de ne pas le terminer. Ah, moi, Quel que maintenant, soit le niveau du navet. Ah ben, moi j'arrive maintenant pas j'ai à le réussi, terminer. Oui. y compris avec un livre. Avant j'avais ça avec les livres où je me Ouais. tapais des livres pendant des heures en me disant c'est nul, c'est nul, c'est nul. Mais et livres et films, j'ai appris à dire maintenant. Bah, tu Maintenant, m'expliqueras c'est parce bon, que moi, j'arrête. j'arrive pas. Des fois, ma femme me dit mais comment est-ce que tu peux continuer à regarder ça? Et justement, comment est Dominique de Montet à la maison? Ouais. Pas assez souvent peut-être ou mais Bon, pas énormément, vu mon travail, mais ma femme travaille beaucoup aussi et donc elle comprend bien. Donc ça, je pense que c'est important aussi d'être Oui. quelqu'un qui comprend un peu le rythme de vie qu'on peut avoir. Après, c'est moi qui conduis mes filles tous les matins à l'école, par exemple. C'est ça. Sauf quand j'ai des réunions exceptionnelles. Mais donc ça, j'essaye tu t'imposes. de le cadrer, donc, et c'est faisable. Le samedi, c'est en famille et j'essaye de ne pas travailler. Le dimanche, hein, je travaille un petit peu, pas trop. Comment je suis à la maison T'es ma plutôt, femme tu dirait rentres, un tu te mets en papa, training, tu te changes, alors, tu pas en sais. training, en Bermuda. Hein, je ne me demande pas pourquoi, mais c'est le Bermuda. Donc je rentre, je mets mon Bermuda en jeans. Je ne me demande pas non plus pourquoi, mais voilà, ça fait partie du protocole. Et alors, le week-end, je ne suis pas hyper actif, quoi. Donc Ouais. là, je vais plutôt me mettre dans le divan. C'est pour ça que je regarde beaucoup les séries ou jouer aux jeux vidéo, parce que ma femme trouve aussi absolument ridicule. Tu joues aux jeux vidéo? Oui, j'aime beaucoup. Moi, donc, Et qu'est-ce que tu joues à ouais, quoi? des jeux très intellectuels avec des fusils et des choses comme ça. Ah oui, Donc, oui, oui. Fortnite, par exemple. Fortnite, par exemple, c'est un bon exemple. Ah ben, on va jouer ensemble en ligne parce que moi je suis un gros joueur de Fortnite. Dès que l'émission est finie, je prends ton Eh bien, je veux utilisateur. bien, mais tu vas être extrêmement
extrêmement déçu parce que je joue beaucoup, mais je dois avoir le niveau d'un enfant de 7 ans. Mais je suis très mauvais aussi. Mais on va voir si on peut faire quelque chose de Je mieux ne à deux. t'imaginais pas du tout. Ah oui. J'ai eu une surprise quand j'ai reçu Philippe Verdon qui m'a dit qu'il était passionné de rap français. Et Ouais. c'est la deuxième surprise du break, Ouais. c'est Dominique de Monté joue Voilà, aux jeux vidéo. je le confesse. Et en fait, j'aime beaucoup parce que c'est vraiment une manière de te vider l'esprit. Tout à fait. complètement. Je comprends ce que Exact. tu dis. Donc, quand tu es concentré, par exemple, ce qui ne marche pas, moi, pour me vider l'esprit, c'est lire. Parce que dans un livre, tu lis, et puis après, hop, moi, ça m'emmène ailleurs. Et donc, le jeu vidéo, tu es obligé d'être, surtout à Fortnite, hein, si tu ne veux pas te faire sniper, c'est pour Exact. ça sans doute que je ne suis pas très bon, tu es obligé d'être concentré. Et donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui permet vraiment de vider l'esprit. Parce que je reviens, tu vois, je réponds, j'anticipe sur des questions suivantes, mais je reviens sur des questions précédentes. Comment est-ce qu'on arrive à avoir un rythme de travail élevé? C'est avoir des méthodes pour se vider l'esprit complètement. C'est ça. Si tu te laisses tout le temps absorber par le travail, en fait, tu finis par faire un burn-out parce qu'alors tu deviens fou. Et donc, avoir des méthodes pour complètement se vider l'esprit, c'est essentiel. Et voilà, Fortnite, donc on joue ensemble. Ça va, avec plaisir. Fortnite est une manière de Moi, le je ne faire. joue qu'à FIFA, donc je joue, mais que il est au fort à football. FIFA. donc, Et alors, à la donc, maison, je suis un papa cool avec les filles, c'est-à-dire que j'ai une autorité qui est relativement limitée. Parce que je trouve que l'autonomie fait partie de l'éducation. Avec les travers que ça peut avoir. Quel est le pays que tu rêverais de découvrir? Cuba. J'ai eu 2 occasions d'y aller, j'ai pas su y aller les 2 fois. La 3e, je ne la raterai pas. Si tu avais l'occasion de vivre à une autre époque, Ouais. tu choisirais laquelle? J'ai... Le Moyen-Âge pouvait avoir des aspects assez sympas, mais à condition de... Il fallait être du bon côté. Voilà. Bon, ça, je dirais que ça a un peu évolué, mais enfin, la vie est quand même plus facile quand tu es du bon côté que du moins bon. Mais donc, le Moyen-Âge, en tant que chevalier dans un château riche, ça pouvait être intéressant sur certains aspects. Ou peut-être le futur, pour voir un peu où on en sera dans 50 ans. Je serais vraiment curieux de voir où on en sera. Est-ce que les technologies nous auront libéré d'un certain nombre de choses? Est-ce que ça aura Bénéfique. conduit à plus d'égalité ou à plus d'inégalité? Donc ça, c'est vraiment des questions. Je me dis, tiens, je serais curieux d'être dans 50 ans et de voir si avec tout le potentiel qu'on a avec nos technologies au niveau énergétique, au niveau de production, on a réussi à en faire quelque chose de positif. Parce que je pense qu'on a le potentiel de le faire. Et donc la question, c'est, j'aimerais bien être dans 50 ans et me dire, tiens, là, les gars, on a bien bossé. Et justement, si on pouvait voyager dans le temps et que tu pouvais revenir dans le passé, tu donnerais quel conseil à l'ado que tu étais? De guindailler encore plus qu'il ne l'a fait. Hein, alors il me regarderait bizarrement, mais écoute, c'est difficile. Donc ça, je pense que c'est un conseil. Profiter, et quoi. puis, ouais, profiter. Bon, je l'ai déjà bien fait à l'époque. Hein. Et puis voilà, et pas grand chose d'autre comme conseil. Je dirais que j'ai pas trop à me plaindre. Donc, Et est-ce que tu changerais quelque chose dans ton parcours professionnel ou autre? Est-ce qu'il y a un truc où tu te dis, bah, si j'avais su ça, peut-être que je l'aurais pas fait, ou peut-être que je l'aurais fait? non, il n'y a pas quelque chose où je me dis, tiens, ça, je regrette de ne pas l'avoir fait. Après, je définirais plutôt ça comme des trajectoires différentes que j'aurais pu prendre. C'est ça. Et qui auraient pu être intéressantes. Je vais prendre 2 exemples. Ça m'aurait amusé d'aller travailler dans une très grosse boîte, par exemple. Ouais, d'être pris à GSK, ça t'aurais pu Oui, parce que t'amuser. je me dis, tiens, maintenant, je serais peut-être en train de m'occuper du Japon, des choses comme ça, donc d'une dimension internationale. Et je me dis, bon, après, je connais toutes les contraintes dans des boîtes comme celle-là, donc je suis pas sûr que je m'y serais bien plu. Hein, parce que quand on a travaillé quand même 20 ans à l'ULB, c'est quand même qu'on a quand même un côté un petit peu anarchiste, ou en tout cas par rapport à l'autorité. Donc je ne sais pas si ça aurait été, mais je me dis, tiens, ça c'est un type de carrière qui m'aurait bien plu. Et puis, 2e type de carrière, c'était continuer en recherche. J'ai eu un moment, j'avais obtenu une bourse pour aller à Harvard, aux États-Unis. Et en fait, le promoteur qui devait m'accueillir a changé de labo. Et donc, a pas su me recevoir. Et donc, finalement, j'y suis pas allé. Et parfois, je me dis, tiens, et donc c'est pas vraiment un regret, mais je me dis, c'est ça. tiens, quelle aurait été la trajectoire Ouais, c'est ça. si j'avais passé un an à Boston, à Harvard, quelle aurait été ma trajectoire? Donc, c'est pas un regret, mais c'est plus me dire, tiens, il y a des trajectoires qui auraient pu être intéressantes aussi. C'est ça. Et qu'il aurait été amusant de faire. Donc ça, c'est plutôt... Si on pouvait avoir plusieurs vies, ce serait chouette, quoi. Tu vois. La prochaine question, on a eu un tout petit peu la réponse avant l'émission. Est-ce que tu es plutôt en retard ou ponctuel? Eh bien, en général, je suis à l'heure. Donc c'était l'exception qui confirmait la Donc règle. c'était l'exception, mais parfois je bourre un peu trop la jeune dame, mais sinon je suis plutôt ponctuel. Ouais. Est-ce que tu as une expression favorite ou une phrase à un moment donné que tu gardes en tête
J'en ai, mais je peux pas les dire. Si, tu peux les dire. Non, mais tu vois, est-ce que tu as un truc sur à un moment Internet donné ici, Moi, j'ai des phrases de rappeurs. Allez, j'ai Youssoufa qui dit n'essaye pas d'être parfait, essaye d'être heureux. C'est des choses, tu vois, des trucs où tu te dis... des expressions. Des maximes ou une expression. Oui, voilà, ce qui est vraiment très Carolo. Et puis après, il y a plus une expression que j'aime bien, qui est le secret du bonheur et de la vertu, et d'aimer ce que l'on est obligé de faire. C'est ça. Hein, tu vois, donc ça, c'est une maxime que j'aime bien. Et puis il y en a une deuxième, et ça fait le lien avec la question de la politique, que j'utilise souvent, c'est il faut parfois perdre l'argument pour garder la relation. Et donc, quand on travaille avec beaucoup de stakeholders, ça c'est intéressant. on doit dire, oui, ok, tu as raison, même si tu sais que l'autre a tout à fait tort, mais à un moment, le maintien de la relation peut être plus important que ton ego qui dit, écoute, j'ai raison et je veux afficher que j'ai raison. Je suis en train de réfléchir à toutes les fois où Thomas m'a dit, tu as raison. Parce que c'est quelque chose qu'il dit très souvent. Eh bien, maintenant, tu réfléchiras. Donc maintenant, à chaque fois, je vais réfléchir, je vais le regarder droit dans les yeux, je vais me dire, bon, est-ce que là... Non, mais je n'ai pas encore sa sagesse. Donc tu y réfléchiras. Quel super pouvoir tu aimerais avoir? L'immortalité, mais ça m'embêterait de perdre mes proches. Donc, il faudrait une immortalité où je peux choisir qui est immortel. Mais l'immortalité, pourquoi j'aimerais bien avoir ce super pouvoir-là, de nouveau, pour voir ce qui va se passer, pour apprendre. Je pourrais me dire, bon, ok, les gars, je suis immortel, je vais encore travailler 10 ans, puis après, je vais aller refaire une licence en droit, tel endroit, puis je vais aller travailler dans telle chose. Donc, c'est le fait de pouvoir vivre plusieurs vies. Donc, être immortel me permettrait de vivre encore plusieurs vies. Alors, il reste 2 questions. Tu as parlé de Spotify. Est-ce qu'il y a une chanson que tu pourrais écouter tous les jours, qui te fait du bien quand tu l'entends? Qui me fait du bien. Enfin bon, la réponse est non, sinon je l'aurais trouvé tout de suite. Ou ta chanson du moment, par exemple. Il y a une chanson que j'aime bien, mais c'est pas spécialement une chanson qui fait du bien, c'est la chanson du vieux réactionnaire de Saez. Je sais pas si vous avez déjà entendu ça. Saez, je connais, mais et donc c'est une de ses dernières chansons où en fait et alors je ne sais pas très bien le message qu'il veut donner là-dedans, parce qu'en fait tu peux le lire de 2 façons différentes, et où il reprend toute une série de clichés liés à la vie actuelle, sur la 5G, sur la vaccination, sur le harcèlement sexuel. Pas entendu. Et en fait, écoute là, parce que c'est une chanson qui m'a fait beaucoup réfléchir. J'aime bien de l'écouter. Bon, c'est jamais une musicalité. Ouais, c'est pas un truc où c'est pas dansant, quoi. Donc. J'aime encore bien. Et il en a une autre aussi, Vieux et con. Là, c'est ça. Ça, c'est des chansons que j'aime bien aussi, que j'aime bien d'écouter. C'est Jeune et con, je pense. Voilà, ouais. Donc ça, c'est des chansons que j'aime bien écouter. Et après, il y a des plus classiques comme Coldplay, où je trouve que ça te met dans un mood qui peut être sympa. C'est plus des chansons qui font du bien Coldplay que ça. C'est quand même plus... oui, mais j'aime bien ça, j'aime bien le jeu des paroles et ça te pousse à la réflexion. Et puis Coldplay, tu mets ça, bon, tu te dis, ok, je suis en forme, la vie est belle, tout va bien, quoi. Alors, on arrive à la dernière question, celle qu'on pose à tous nos invités. Tu as aussi déjà un peu répondu, mais... Qu'est-ce que tu fais? L'émission s'appelle Le Break. Et toi, qu'est-ce que tu fais quand tu fais un break? C'est quoi pour toi le break idéal? Alors pour moi, le break idéal, c'est la Saint-Pierre à Tille-Château. La Saint-Pierre à Tille-Château, pour ceux qui ne connaissent pas, et honte à eux. J'en ai déjà entendu parler. Donc c'est en fait ce qu'on appelle une démarche folklorique de l'Entre-Sambre et Meuse. Et la plus importante. Au monde. Je place le niveau au monde parce qu'on ne sait pas très bien sur les autres planètes s'il marche ou pas. Et alors pourquoi ça c'est le break ultime? Parce qu'en fait c'est 2 jours. D'abord j'ai pas mon GSM, ce qui ne m'arrive jamais. Et où, tu arrives à passer 2 jours sans ton GSM? Sans problème. Et c'est les 2 seuls jours où... c'est la seule raison qui pourrait me faire quitter n'importe quel métier que j'ai eu, c'est qu'on m'empêche de voir ça à Saint-Pierre. Donc ça, par exemple, ma femme, c'est bien aussi, la Saint-Pierre, c'est la Saint-Pierre. Ouais, il n'y a pas de négociation. On part pas en week-end. Il n'y a pas de négociation. C'est ça. Et alors, pourquoi c'est un vrai break? Parce que tu es dans un autre monde, tu es en intergénérationnel, tu es en intersocial. Oui, tout à fait. Tu croises des gens de tous les niveaux, tu te balades, tu rentres chez les gens, tu bois un coup, tu vas dormir quand tu veux, tu te lèves, tu marches. Et donc, ça, pour moi, c'est un vrai break. C'est le break idéal. C'est le break idéal. Donc, le break idéal existe, c'est la Saint-Pierre à Tille-Château. On y sera. Moi, je propose qu'on vienne t'y rejoindre cette année et qu'on partage un petit verre. On arrive tout doucement à la fin de cette émission. Ouais. Donc, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci Dominique, vraiment. Merci Dominique, effectivement.
Et je le rappelle, vous pouvez toujours voir le replay ici sur la page Facebook de Thomas et aussi sur Spotify, puisque le break est disponible sur Spotify, Google Podcast, enfin tous les services de podcast disponibles à l'heure actuelle. Donc n'hésitez pas à nous écouter aussi là-bas. Et encore une fois, merci Dominique d'avoir été avec nous. Merci pour ce bon moment. Avec plaisir. Et merci à tout le monde et à tous ceux qui nous ont regardés. Et on se dit à dans 2 semaines. À dans 2 semaines, salut.